Dernière partie sur l'opposition des deux France et le double jeu de Charles X, donc entre 1828 et 1830. Et tout d'abord, le ministère Martignac, la tentative libérale. Charles X choisit de se conformer à la nouvelle majorité parlementaire et appelle le vicomte de Martignac à diriger le gouvernement. Il donne ainsi involontairement crédit à une interprétation parlementaire de la charte. Avocat bordelais, ministre de l'Intérieur de Villèle, il semble chercher à concilier les deux France, mais il se heurte à l'opposition du roi. Ainsi, de janvier 1828 à août 1929, il navigue entre un roi hostile et une chambre méfiante. Il détache le ministère de l'Instruction publique de la tutelle des affaires ecclésiastiques, limite l'influence des jésuites, revisite les listes électorales et réforme la loi de la presse avec la suppression de l'autorisation préalable et du délit de tendance. Mais il ne satisfait donc ni les ultras ni les libéraux. Il tente une réforme pour l'élection au suffrage censitaire des conseillers municipaux et généraux, ce qui précipite sa chute. Maintenant donc le gouvernement Polignac et l'épreuve de force. Charles X choisit alors des hommes qui symbolisent les outrances du parti ultra. Le prince Jules de Polignac est un émigré de la première heure, dévot, membre des Chevaliers de la Foi. Et il nomme aussi Bourmont, ministre de la guerre, alors qu'il a trahi un Napoléon la veille de Waterloo. Ce gouvernement est impopulaire, il n'a pas de majorité à la Chambre et il est incapable de proposer une politique cohérente. Le blocage politique est incarné par l'adresse des 221 en mars 1820. Lors du discours du trône, Charles X dénonce, je cite, des coupables manœuvres. En réponse, Royer-Collard, président de la Chambre, rédige une adresse au roi signée par 221 députés sur 402 et remise au roi le 18 mars. Ce texte lui demande de respecter l'esprit de la charte. C'est la réponse du roi qui entraîne une crise de régime. Il dissout l'Assemblée, ce qui renforce l'opposition. De 221, les députés libéraux sont 274 contre 145 ministériels. Charles X ne peut accepter une monarchie parlementaire et tente un coup de force. C'est donc la Révolution de 1830. En s'appuyant sur l'article 14 de la Charte, Charles X signe le 25 juillet 1830 4 ordonnances. La première suspend la liberté de la presse. La deuxième dissout la Chambre. La troisième modifie la loi électorale. Et la quatrième fixe de nouvelles élections pour septembre. Malgré les protestations de tiers et de 44 journalistes dans 3 journaux, le National, le Globe et le Temps, aucun député ne veut sortir de la légalité. Le 27 juillet, les ouvriers typographes, réduits au chômage, manifestent dans les rues parisiennes. C'est le début des Trois Glorieuses, courte et violente révolution qui chasse les Bourbons du trône. Le 28 juillet, quelques républicains comme Cavaignac et des élèves de l'école polytechnique organisent l'insurrection aux accents de la Marseillaise. 10 000 insurgés doivent faire face aux 8 000 hommes de l'impopulaire maréchal Marmont. Des barricades sont dressées, l'hôtel de ville est pris et le drapeau tricolore flotte sur les tours de Notre-Dame. Marmont bat en retraite, les députés proposent l'arrêt des combats en échange du retrait des ordonnances et Charles X, réfugié à Saint-Cloud, refuse cette proposition. Le 29 juillet, les Tuileries sont prises, ainsi que le Palais Bourbon. C'est la fin de l'épisode populaire et c'est au tour des politiques, notamment des libéraux. Ils craignent la proclamation de la République et sur l'avis d'Adolphe Thiers, se tournent vers le duc d'Orléans. Ce dernier revient à Paris le 30 juillet pour accepter la proposition des libéraux.
Le lendemain, il apparaît aux côtés de Lafayette, nommé chef de la garde nationale, avec le drapeau tricolore, ce qui lui donne un certain soutien populaire. Charles X, réfugié à Saint-Cloud puis à Rambouillet, abdique le 2 août au profit de son petit-fils de 9 ans, le duc de Bordeaux, devenant Henri V, et nommant le duc d'Orléans comme régent. Mais le duc d'Orléans, devenu Louis-Philippe Ier, roi des Français le 9 août, n'a pas besoin de ça et menace d'envoyer 20 000 hommes sur Rambouillet. Charles X s'exile en Angleterre. En conclusion, la Restauration semble faire pâle figure après la Révolution et l'Empire. Les figures de Louis XVIII et de Charles X ne peuvent redorer le blason de cette période. Pourtant, la Restauration pose les bases de la modernité du XIXe siècle. Elle installe une nouvelle conception de la monarchie appuyée sur les principes libéraux énoncés dans la Charte de 1814. Elle offre un nouvel espace politique à la grande bourgeoisie, fer de lance d'un décollage industriel. Elle fait émerger une nouvelle génération de libéraux. Mais surtout, elle montre l'échec définitif d'une politique réactionnaire, emportée par une révolution populaire récupérée par la bourgeoisie libérale. L'échec des Bourbons n'est pas qu'un échec politique. Les seuls qui parlent d'élargir le suffrage en 1830 sont les ultras pour faire voter la France rurale qui leur semble plus favorable à leurs idées. C'est surtout un échec culturel, car les Bourbons ne parviennent pas à démontrer qu'ils sont une solution pérenne pour la France. Ils n'ont pas été capables de saisir les notions de liberté publique et de souveraineté nationale, c'est-à-dire le legs révolutionnaire, pourtant bien ancré dans l'aristocratie et la haute bourgeoisie. Ils n'ont pas pris en compte les profondes mutations sociales qui ont affecté la France depuis 1789, c'est-à-dire que l'ordre social ne se fonde plus sur l'appartenance à un ordre déterminé par la naissance, mais par un type d'activité, un niveau de culture.